Chers adhérents, chers partenaires, bonjour à tous. Sandrine Ballot et moi-même, Nathalie Velay, sommes très heureuses de vous accueillir pour ce webinaire qui va traiter donc de l'évolution de la future PAC à partir de 2023. Donc, on va être voilà une petite heure ensemble pour faire le tour d'horizon des grandes orientations en cours autour de ce sujet de la PAC. Et on sait à quel point c'est un sujet important pour les exploitations agricoles de notre territoire. Alors, avant de commencer, on va dire notre présentation, on vous rappelle que dans le cadre du webinaire, vous pouvez donc nous poser des questions à travers le chat. Donc, le chat, vous l'avez à droite du coup de votre écran et en bas, donc vous avez voilà un petit onglet pour pouvoir envoyer votre message. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à nous faire part de vos remarques, de vos questionnements. Et avec Sandrine, on fera notre possible pour pouvoir vous y répondre au mieux. Donc, nous allons commencer cet événement en allant déjà vous donner un préambule. C'est que la PAC 2023 aujourd'hui, on va dire, est à un point d'étape important, mais on n'est pas encore, on va dire, à la phase définitive de la PAC. Et donc, à ce jour, on va dire que nous connaissons les grandes orientations, les grands chemins que la PAC prendra, on va dire, d'ici 2 ans, mais nous ne sommes pas, on va dire, au point définitif. Donc, ça veut dire que, ben voilà, ce que nous allons vous présenter reste encore au stade d'hypothèse. Donc, qui dit hypothèse, ben, dit à un moment donné qu'il faudra du temps aussi pour pouvoir les vérifier avec les décisions finales que vont prendre la France et Bruxelles. Mais du coup, ça nous paraissait important quand même de faire ce point d'étape sur les grandes orientations parce que ça nous paraît essentiel aussi de pouvoir anticiper, de pouvoir se donner le temps dans les exploitations agricoles finalement de réfléchir à la manière dont vous pouvez vous adapter pour être, on va dire, fin prêt quand la PAC se mettra en place en 2023. Alors, déjà en termes d'introduction, un petit rappel, on va dire, sur le calendrier et aussi un rappel sur une nouveauté, puisque jusqu'à présent, on va dire, la PAC on va se gérer uniquement à l'échelle européenne. À partir de cette PAC 2023, il y a un élément important qui s'appelle le plan stratégique national. Donc, ça veut dire que la France doit proposer en fait à Bruxelles une déclinaison de la PAC et Bruxelles doit valider, on va dire, cette déclinaison avant sa mise en œuvre. Donc, en fait, on a voilà 2 calendriers qui se superposent. Le calendrier européen. Donc, jusqu'à présent, vous savez, le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil des ministres devaient se mettre d'accord dans le cadre de ce qu'on appelle le trilogue pour définir en fait les grandes orientations de la PAC et pour définir le cadre budgétaire de la PAC. Donc, on va dire que cette phase-là, qui a eu lieu quasiment toute l'année 2020, plus le premier semestre 2021, arrive progressivement à son terme, hein, puisque vous avez pu voir probablement dans la presse que les États membres voilà, se sont mis d'accord sur un certain nombre de règles, notamment en ce qui concerne, on va dire, le cadre budgétaire de la PAC, et c'est un point important. En parallèle des discussions qui ont lieu à l'échelle européenne, l'État français a élaboré tout un tas de consultations, alors auprès des citoyens avec le débat Impactons par exemple, ou auprès bien sûr de tous les professionnels agricoles et des syndicats, pour élaborer un diagnostic de l'ancienne PAC et construire, à partir de ce diagnostic, le nouveau plan stratégique national qui est en fait, ben voilà, comment la France va appliquer de manière concrète les grandes règles européennes. Et donc aujourd'hui, la France, là, dans l'été, doit soumettre la première version du PSN à Bruxelles et nous allons rentrer en fait dans les prochains mois sur une phase d'aller-retour entre Bruxelles et les États membres pour valider finalement ce plan stratégique national et arriver progressivement à sa mise en place définitive qui devrait arriver donc en mai 2023, on va dire pour ces déclarations-là.
Donc, voilà, la fin d'année 2021 et probablement le début d'année 2022, eh ben, Bruxelles va devoir approuver le PSN. Et s'il y a des choses qui ne conviennent pas à Bruxelles, eh ben, la France va devoir refaire des contre-propositions, juste attendre de trouver, on va dire, un compromis. Donc, on peut s'attendre voilà, à avoir encore des modifications sur la première version que va proposer la France dans les prochains mois. Donc, ça veut dire que ce sujet de la PAC fera partie, on va dire, de l'actualité à suivre sur la fin d'année 2021 et tout au long de l'année 2022. Sa mise en application, comme je vous l'ai dit, doit intervenir donc à partir de la déclaration PAC de l'année 2023. Donc, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de calendrier. Alors, il faut avoir en tête que cette phase d'aller-retour entre Bruxelles et la France, notamment, va être guidée notamment par l'ambition du Green Deal. Donc ça, vous en avez probablement entendu parler. Aujourd'hui, l'Europe a voté, on va dire, une démarche très ambitieuse en matière environnementale qui concerne tous les secteurs économiques. Ce n'est pas exclusivement l'agriculture qui est concernée par le Green Deal, mais l'ensemble des secteurs économiques sont concernés pour arriver à atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, ça veut dire que l'Europe demande à l'ensemble des secteurs économiques de faire des efforts en matière d'environnement pour pouvoir justement arriver à cet objectif de la neutralité carbone. Et notamment dans ce cadre-là, l'Europe demandait à ce que 40% du budget de la PAC soit consacré à des mesures en faveur de l'environnement et permettre de répondre aux objectifs du Green Deal qui ont été déclinés, on va dire, sous deux formes. Donc, les premiers objectifs de la fourche à la fourchette, donner ou demander à l'agriculture des réductions importantes en matière de pesticides, de consommation d'engrais ou encore d'antibiotiques. Et on avait aussi le deuxième volet en matière de biodiversité où le Green Deal demandait aux États membres de mettre en place des mesures pour favoriser le développement du bio et qu'on atteigne en fait à l'échelle européenne 25% de la surface européenne en bio, qu'il y ait des mesures en faveur de la protection des zones type Natura 2000 et qu'il y ait des mesures aussi concernant les éléments non productifs que vous connaissez aujourd'hui notamment sous le nom de SIE. Donc le Green Deal, il ne faut pas l'oublier dans le paysage parce qu'il va avoir son importance dans les futures négociations. Et l'Europe va vraiment regarder les PSN nationaux au regard de ces objectifs, notamment environnementaux, pour vérifier si la PAC sera quelque part suffisamment ambitieuse, on va dire, dans cette matière-là. Donc, c'est pour ça que voilà, les hypothèses qu'on va vous présenter aujourd'hui peuvent à un moment donné aussi être mises en question par Bruxelles s'ils estiment que le plan n'est pas assez ambitieux au regard notamment des démarches environnementales. Donc voilà, on vous rappelle, et j'insiste un peu là-dessus, que les éléments qu'on va vous présenter ce matin avec Sandrine restent aujourd'hui voilà, des grandes orientations et que tant que Bruxelles n'a pas validé de manière définitive les choix, eh ben, on n'est pas à l'abri à un moment donné de revirement de situation. Donc ça, c'est un élément important. L'autre élément important en matière, on va dire, d'introduction à cette nouvelle PAC, c'est que globalement, le budget de la PAC a été préservé par rapport, on va dire, à l'ancienne programmation. Et je peux vous dire que on a eu beaucoup de craintes sur la préservation de ce budget parce qu'avec la sortie notamment du Royaume-Uni et la mise en place du Brexit, on craignait effectivement que l'enveloppe allouée aux aides agricoles soit revue à la baisse. Aujourd'hui, si on regarde en euros courants, donc si on ne corrige pas effectivement ces sommes de l'inflation, on a globalement un budget équivalent, on va dire, à ce qu'on avait sur l'ancienne programmation, que ce soit pour les aides du premier pilier ou que ce soit pour les aides du deuxième pilier. Donc, on est voilà, sur un budget plutôt préservé compte tenu du contexte économique dans lequel on se trouve et c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, pour la déclinaison à venir de cette future PAC.
Alors, quelques mots sur quand même la structure des aides, comment elle va se composer. Ben, globalement, on n'a pas de grande révolution finalement par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui, puisqu'on va retrouver en fait dans les aides du premier pilier ou dans les aides du deuxième pilier quasiment les mêmes mesures que celles que l'on a actuellement. Par contre, c'est à l'intérieur de chaque boîte, à l'intérieur de chaque définition que l'on va avoir des modifications dans la prochaine PAC. Donc, ce que vous connaissez aujourd'hui, on a voilà, les aides couplées, donc les aides qui sont directement liées à une production, qui vont dépendre, on va dire, d'un niveau de production, d'un nombre d'animaux. Donc, on avait 15% du budget qui était consacré aux aides couplées sur l'ancienne programmation. On retrouve les 15% dans la nouvelle programmation. Par contre, quand même, le changement important, c'est que l'enveloppe, vous voyez, est à 11% destiné, on va dire, aux filières animales et 4% destiné notamment aux mesures de protéines végétales que Sandrine vous présentera tout à l'heure. Donc, on a quand même à l'intérieur de l'enveloppe globale un peu de réorientation en fonction des productions et ça, effectivement, pour nos éleveurs, ça va changer des choses. On avait des aides JA. On continuera à avoir les aides JA. Donc là, c'était notamment la revalorisation des aides découplées, on va dire, qui étaient données aux jeunes agriculteurs. Donc ça, c'est une mesure qui devrait continuer. On avait le paiement redistributif avec une revalorisation un peu plus importante des aides découplées sur les 52 premiers hectares. Donc là, on n'a pas de changement, hein, l'enveloppe reste équivalente et ce sont toujours les 52 premiers hectares qui seront, on va dire, revalorisés. Le gros changement concerne le paiement vert, puisqu'effectivement, 30% de l'enveloppe jusqu'à présent était consacrée au paiement vert. Donc, le paiement vert, lui aussi, faisait partie de vos aides découplées. Et ce paiement vert, donc, disparaît dans la prochaine PAC et va laisser place à ce qu'on appelle les éco-régimes. Et donc, effectivement, s'il y a une grande nouveauté aujourd'hui dans la mise en place de la PAC, c'est l'arrivée de ces éco-régimes qui sont, on va dire, voilà, une nouveauté pour répondre notamment aux enjeux du Green Deal que je vous ai présenté. Et après, on aura toujours donc le DPB qui risque probablement d'être rebaptisé. Alors, on entend parler d'aide de base au revenu. Alors, je ne sais pas si ça sera son nom de baptême définitif, mais grosso modo, on aura toujours voilà, un socle d'aide découplé qui sera mis en place dans les exploitations. Donc, la structure globale des aides reste à peu près équivalente. Par contre, c'est effectivement à l'intérieur de chacune des boîtes qu'il va y avoir des modifications, on va dire, assez importantes selon les productions. Les aides du deuxième pilier, c'est aussi un axe très important de la PAC. Alors, pour nos secteurs, parce que c'est dans les aides du deuxième pilier qu'on a l'ICHN et on sait que pour nos zones de montagne, c'est quand même un élément important. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plutôt un maintien budgétaire pour, on va dire, pour cette aide-là, même si l'Europe a dit qu'on va dire qu'ils vont se désengager sur une partie des financements, l'État français prendrait le relais finalement pour compenser la baisse de la part européenne. Mais donc, sur l'ICHN, pour l'instant, on est plutôt dans un contexte a priori de préservation. Dans le deuxième pilier, on va avoir aussi tout ce qui est gestion des MAE et des aides bio. Donc, sur les MAE, globalement, c'est aussi un axe important pour répondre aux objectifs du Green Deal. Et l'État français souhaite énormément simplifier les MAE qui étaient proposés jusqu'à présent, pour la simple et bonne raison qu'on avait 10 500 MAE à l'échelle du territoire et qu'en fait, seulement 6 300 étaient réellement contractualisés par des agriculteurs. Et donc, il y a vraiment une volonté de simplification administrative autour de quelques MAE spécifiques, alors qui resteront soit à l'échelle du territoire, soit à l'échelle du système. Par exemple, on pourrait voir apparaître une MAE autour du bien-être animal, on va dire dans la nouvelle programmation. Mais donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'informations sur les composantes des nouvelles MAEC, mais on sait que voilà, il y aura une simplification très importante sur les mesures qu'on connaissait actuellement.
Les aides bio, je ne développe pas plus, Sandrine vous en parlera plus longuement tout à l'heure. L'autre élément important, c'est que toutes les aides à l'installation, les aides aux investissements et notamment notre fameux plan bâtiment vont être gérées par les régions et pas par l'État. Donc c'était déjà le cas aujourd'hui. Et donc c'est bien à l'échelle de chaque région que les grilles pour les donations jeunes agriculteurs vont être définies. Et de la même manière que les grilles sur les subventions bâtiments vont être définies avec une volonté pour notre région Aura d'harmonisation de la grille entre notamment la partie Auvergne et la partie Rhône-Alpine. Et donc, on sait que ce contexte d'harmonisation à l'échelle de la région peut avoir aussi des influences sur les taux de subvention qui seront donnés demain. Donc, c'est aussi important de suivre l'actualité régionale parce qu'ils vont avoir, on va dire, la main mise sur les attributions budgétaires sur ce volet investissement et aide à l'installation. L'autre boîte qui est concernée dans les aides du deuxième pilier, c'est tout ce qui concerne la gestion des risques. Alors, pour être très concret, c'est, vous savez, dans la PAC, notamment la prise en charge, par exemple, des assurances récoltes qui est financée, on va dire, sur ce boîtier d'aide. Et aujourd'hui, très concrètement, c'est beaucoup d'inconnus. On ne sait pas si demain, justement, ce fameux omnibus va continuer de perdurer. Est-ce que les taux de financement des assurances privées vont continuer de fonctionner? Donc, aujourd'hui, sur la gestion des risques, on a à ce jour assez peu d'informations à vous communiquer pour savoir concrètement ce qui va être mis en place demain. Mais ça fait partie des sujets importants, surtout quand on voit des années comme cette année où les aléas climatiques restent toujours de mise. Donc, ce sera un sujet à suivre, on va dire, tout au long de l'année, de la fin d'année 21 et l'année 2022 pour voir finalement ce qui sera décidé en la matière. Donc voilà quelques mots d'introduction pour vous positionner un peu le cadre et le contexte dans lequel on vous fait cette présentation. Et donc je vais donner maintenant la parole à Sandrine qui du coup va vous présenter de manière plus précise les hypothèses qui sont aujourd'hui à l'étude pour chacune, on va dire, de ces boîtes, notamment du premier pilier. Bonjour à tous. Donc voilà, merci Nathalie pour ton introduction. Donc moi je vais vous présenter un petit peu toutes, les différentes aides et leurs évolutions, les tendances et qu'est-ce qui peut être réfléchi et mis en place sur les prochaines années pour anticiper la prochaine réforme de la PAC. Donc si on attaque par les aides couplées animales, donc Nathalie nous a montré qu'il y aurait une baisse budgétaire. L'État français souhaite aussi une simplification administrative. On se rend compte qu'il y aura une remise en question des systèmes qui ont moindre valeur ajoutée et aussi une volonté de privilégier les systèmes extensifs. Donc, les différentes hypothèses qui commencent à être énoncées, ce serait déjà d'avoir plus d'animaux qui seraient entre 15 et 16 mois qui seraient valorisés. On aurait des aides à l'UGB au lieu d'avoir des aides à la bête présente. Donc, ce serait des aides à l'UGB qui seraient plafonnées à 1 UGB par surface productive. Il y aurait des plafonds de 100 à 120 UGB pour les vaches allaitantes et 40 UGB en vaches laitières. On a aussi, on nous annonce des montants hypothétiques. On serait sur 50 € par UGB en bovin lait, 85 € en UGB bovin viande. Mais est-ce qu'il y aura une dégressivité sur la période? Ça, voilà. On a un peu ça en annonce, mais rien n'est encore calé. Donc, le signal qui est envoyé en fait aux éleveurs allaitants, ce serait de créer plus de valeur via la voie de l'engraissement. Et par contre, sur les producteurs laitiers, on devrait avoir des aides qui seraient plutôt stabilisées. Donc, si on prend un exemple sur les systèmes, sur un système allaitant, sur celui où on voit qui risque d'être le plus pénalisé. Donc, pour un système naisseur-engraisseur avec 70 vaches allaitantes qui fait de la vente de broutards, actuellement, il va toucher en aide allaitante 12 500 €.
Avec l'hypothèse de la nouvelle PAC, on serait que sur 7 800 €, donc une perte de 4 700. Pour un système naisseur-engraisseur, donc qui aurait moins de vaches allaitantes, donc on serait sur 55 vaches allaitantes, des broutards, il engraisserait 10 génisses par an. Actuellement, il toucherait 9 000 €. Avec la PAC, la nouvelle PAC, on serait sur 6 700. Donc, on voit qu'effectivement, avec une filière avec de l'engraissement, la perte est moins importante. Donc, ceci nous emmène à avoir différentes pistes de réflexion pour anticiper cette nouvelle PAC. Donc, des questions sont à se poser, de se dire, est-ce qu'il faut baisser le nombre de vaches allaitantes pour engraisser plus d'animaux? Est-ce qu'il y a aussi des opportunités de filières, de labels, comme aussi bien en AOP, en bio, mais aussi de la contractualisation? Après, est-ce qu'il faut diversifier aussi sur du végétal? Et aussi gagner en autonomie pour réduire les intrants. Sur les aides couplées végétales, donc Nathalie nous a présenté qu'effectivement, il y aurait une baisse du budget pour les aides animales et qui basculerait sur les aides végétales et en particulier sur le développement des protéines. On a déjà vu avec le plan de relance que voilà, l'objectif était qu'on devienne un peu plus autonome en production de protéines. Donc, la France voudrait doubler les surfaces pour devenir leader en protéines végétales, aussi bien pour l'alimentation humaine que pour l'alimentation animale. Donc, les montants seraient assez incitatifs à l'hectare pour augmenter la production de protéines en France. Donc vient, comme pour l'élevage, se dire quelle piste on peut avoir, comment anticiper cette nouvelle PAC. Donc, est-ce que ce serait d'implanter des protéines végétales? Alors, aussi bien pour diversifier son assolement, mais aussi pour bénéficier des atouts agronomiques de ces cultures et aussi gagner en autonomie alimentaire. Donc, c'est avoir vraiment une réflexion plus technique sur la gestion de son exploitation. En ce qui concerne les DPB, donc comme nous disait Nathalie, on ne sait pas si le nom sera conservé, mais pour l'aide de base au revenu. Donc actuellement, ils souhaitent continuer la convergence, comme on avait pour le DPB, qui est un montant moyen de 115 € par hectare. Donc on continuerait la convergence du DPB pour atteindre à peu près 98 € par hectare. Sur notre territoire, on risque d'avoir peu d'effets parce que le DPB a quand même bien convergé, mais il faut rester vigilant sur l'éligibilité des parcelles. On aura effectivement la conditionnalité qui s'appliquera sur toutes les aides découplées. Donc, il faudra faire attention toujours au pourcentage de SIE, au pourcentage de prairies permanentes et à la diversification des cultures, comme on l'avait actuellement. Parce que ça ne s'appliquera pas que sur le paiement vert, du coup, ça s'appliquera aussi sur les DPB. Nathalie nous disait tout à l'heure que la partie paiement vert n'existerait plus, elle serait remplacée par les écorégimes. Plusieurs voies pour obtenir les écorégimes. Donc, soit avec des pratiques de gestion agroécologique sur les surfaces agricoles. Donc ça, c'est vraiment le verdissement. On reste encore sur la diversification des cultures, sur le maintien des prairies permanentes et aussi sur les couverts végétales en interculture. La deuxième voie, ce serait avec les écorégimes sur la biodiversité et les paysages agricoles, donc principalement sur le pourcentage de SIE sur les exploitations. Et après, un système d'écorégime certification. Donc, on va retrouver dans cette branche-là l'agriculture biologique,
mais aussi toutes les autres certifications environnementales style HVE. Dans chaque éco-régime, on aura aussi des niveaux différents. Donc, suivant le niveau, si on est à un niveau standard, un niveau supérieur, on aura un nombre de points différents, un pourcentage et sûrement un montant à l'hectare différent. Pour le moment, rien n'est fixé. On va voir, on verra plus tard, du coup, dans les prochaines négociations, vers quelles orientations on va se diriger à ce niveau-là. Et comme nous disait Nathalie, voilà, on a les propositions qui sont faites par la France, les propositions qui vont être faites par l'Europe. Pour le moment, voilà, au niveau français, vous voyez, on a un paiement vert qui est à peu près à 80 € l'hectare. Les propositions seraient qu'il y aurait peu d'écart entre un niveau standard et le niveau supérieur par rapport à ce que propose la France. Alors que vous voyez sur la droite, l'Europe, eux, serait voilà, avec une grosse différence entre le niveau standard et le niveau supérieur pour vraiment mettre en valeur ce Green Deal et vraiment voilà, valoriser les exploitations qui rentreraient dans les différents critères. Donc, sur les écorégimes, quelle piste de réflexion à avoir? Il va falloir déjà évaluer sa part de prairies permanentes et de SIE dans l'assolement. Actuellement, on est sur un pourcentage de SIE à 5%. Est-ce qu'il sera maintenu? Est-ce qu'il sera augmenté? Il avait déjà été prévu dans la dernière PAC d'augmenter progressivement et au final, il est resté à 5%. Est-ce que ça va être maintenu? Est-ce qu'on va le réaugmenter? On aura aussi diversifié son assolement avec aussi bien les céréales et les oléoprotéagineux. Ça viendra aussi, ça pourra être cumulé justement avec le plan protéines qui est mis en face et qu'il faudra voilà, intégrer des légumineuses comme la lentille, la luzerne, le pois. Il y a aussi dans le plan de relance des aides qui ont été mises en place comme plantons des haies, qui pourraient permettre d'augmenter un petit peu les SIE pour certaines exploitations qui restent tendues au niveau de ce pourcentage et donc pouvoir anticiper pour replanter des haies et être du coup dans les clous au niveau des SIE. Il y a aussi tout ce qui va être démarche de certification, comme aussi bien les certifications HVE, mais aussi sur le bio. Donc, pouvoir faire aussi des diagnostics agroécologiques pour voir dans quelle filière il est peut-être le plus opportun de s'engager. Au point de vue des exploitations bio, pour le moment, voilà, on n'a plus d'aide au maintien au niveau de la région Rhône-Alpes. Il n'est pas dit qu'on reparte sur les aides au maintien, donc bien toujours sur les aides à la conversion pendant 5 ans. Actuellement, on a un crédit d'impôt bio à 3 500 €, mais jusqu'en 2022, on ne sait pas après, effectivement, si ça va être poursuivi ou pas, ce crédit d'impôt. Et on aura aussi la disparition du paiement vert dans la future PAC. Donc, certaines exploitations bio risquent aussi d'être pénalisées suivant les différents scénarios qui vont être conclus au niveau des écorégimes. On aura cependant toujours les aides à la conversion qui seront présentes dans le second pilier, mais voilà, une aide qui sera sur 5 ans. Nathalie, je te repasse la main. J'étais partie pour continuer. Alors, du coup, effectivement, on vient de faire le tour d'horizon, on va dire, des grandes mesures à venir avec voilà les quelques composantes que l'on connaît aujourd'hui. Peut-être avant de passer à la conclusion, du coup, Sandrine, il y a quelques questions.
Alors, il y a notamment une question qui concerne l'ABR. Alors, voilà, le futur remplaçant, on va dire, des aides découplées du DPB. Et la question, c'est du coup, est-ce que l'ABR sera harmonisée à l'échelle de chaque ferme dans la future PAC? Ben, c'est un peu, on pourrait dire oui, parce qu'avec la convergence qui va être maintenue, donc on va tous effectivement, soit par le haut, soit par le bas, converger vers le montant du DPB national. C'est ça. Donc effectivement, il y aura bien une harmonisation qui continuera à se faire, mais effectivement, je pense que certaines de nos exploitations arrivent à peu près au pourcentage de la convergence. Oui, c'est grosso modo, si on regarde aujourd'hui, enfin voilà, le niveau de DPB moyen pour la ferme Puy-de-Dôme, on est très proche finalement de la convergence des 98 € par hectare. Donc du coup, effectivement, voilà, ça va se poursuivre. Alors, il y avait une autre question concernant les éco-régimes. Et notamment donc dans les pratiques agroécologiques, tu nous as parlé de la couverture des interrants. Et donc la question, c'est de savoir est-ce que cette couverture va concerner uniquement les cultures pérennes, comme la viticulture ou l'arboriculture, ou est-ce qu'elle pourrait concerner les grandes cultures également? Sur les couverts végétales, actuellement, on a sur tout ce qui est culture dérobée, quand on parlait des cultures, enfin des intercultures, donc c'était sur ça où on arrive à gagner des pourcentages de SIE avec les cultures dérobées. Par contre, les interrants en viticulture, là, je peux pas, j'ai pas du tout d'informations à ce niveau-là. En tout cas, effectivement, c'était vraiment une mesure dans les pratiques agroécologiques qui était fléchée vers les cultures pérennes, on va dire en tout cas dans la première écriture. Il y a peut-être un élément important à rappeler concernant ces éco-régimes, c'est que jusqu'à présent, on va dire que le paiement vert était donné aux agriculteurs d'office, puisque ça faisait partie du paquet des aides à partir du moment où les agriculteurs respectaient les éléments de conditionnalité que tu as rappelés, Sandrine. La nouveauté quand même, c'est que les éco-régimes seront une démarche volontaire des agriculteurs pour entrer dans ce schéma-là. Donc, ça veut dire que voilà, les agriculteurs vont devoir se positionner sur une des 3 voies de l'éco-régime que tu as présenté ou ne pas se positionner. Mais si on ne se positionne pas, ça veut dire qu'on accepte de perdre ce qu'on touchait du paiement vert, c'est-à-dire à peu près 80 € par hectare. Donc, multipliez ce montant par le nombre d'hectares que vous avez sur vos exploitations et voilà, positionnez-vous après sur une des 3 voies de l'éco-régime. Mais c'est important de rappeler voilà, que c'est vraiment une démarche volontaire des agriculteurs à rentrer dans une de ces 3 voies sur le niveau standard ou sur le niveau supérieur. Alors, il y avait une autre question, donc là, très pratique, sur vers qui se tourner pour avoir des informations sur les diagnostics agroécologiques et les certifications HVE. Alors, au niveau du CERF France, il faut se tourner vers notre service environnement. Donc là, les collègues sont en train justement de se former pour les différentes certifications qui pourront se mettre en place. Donc, ne pas hésiter à prendre contact avec les collègues du service environnement. Très bien. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans le cadre de la future PAC, du coup, pour bénéficier du niveau standard, il faudra bien être certifié HVE de niveau 3, donc c'est-à-dire la certification maximale pour pouvoir intégrer l'éco-régime de certification dans ces démarches-là. Après, il y a un autre tuyau qu'on peut vous donner, c'est qu'il existe un diagnostic agroécologique qui a été proposé par le ministère,
qui est disponible en ligne, qui est gratuit et que vous pouvez faire aussi sur vos exploitations. Alors, ce diagnostic vous permettra pas d'intégrer forcément un éco-régime, mais par contre, il vous permet déjà de savoir quelles sont les pratiques optimum que vous faites sur votre exploitation et quelles sont quelque part vos marges de manœuvre. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur diagagro, je crois, eco.fr pour pouvoir faire ce diagnostic et avoir voilà, aussi un retour sur les pratiques en cours dans vos exploitations. Il y avait une première question aussi sur l'aide à l'assurance récolte. Est-ce qu'elle est remise en question aujourd'hui? C'est un peu ce que tu as répondu en fait dans la foulée en disant que pour le moment, on ne sait pas exactement quels seront les montants, comment on va être financé ces aides-là, parce qu'effectivement, avec les assurances, on va dire privées, il y a beaucoup de remises en question, enfin, beaucoup de questions se posent effectivement sur cet accompagnement-là, du fait des montants qui sont quand même élevés sur les calamités agricoles. En fait. Oui, en tout cas, les infos qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment des discussions entre les assureurs privés et le ministère pour voir quel est finalement le mécanisme à mettre en place le plus optimum possible. Vous savez que par exemple, enfin voilà, le Fonds national de calamité agricole est souvent remis en question. Donc du coup, voilà, ils sont vraiment en train de discuter de manière globale sur le meilleur système quelque part à mettre en place. Mais c'est sûr que le schéma tel qu'on le connaissait aujourd'hui est fortement discuté, quoi. Du coup, je vois Clémence vous a mis sur le chat le lien vers le diagnostic agroécologique dont je vous parlais. Donc voilà, par curiosité, vous pouvez aller le faire parce que c'est assez intéressant et assez complet. Ça vous donne des pistes aussi de réflexion sur vos exploitations. Alors, il y a une autre question sur un sujet aussi important qu'on n'a pas encore abordé. C'est est-ce que toutes les exploitations restent éligibles à la PAC et notamment les exploitants à titre secondaire on pense notamment aux pluriactifs, par exemple. Voilà, c'est aussi des questions qui vont être sûrement remises sur le tapis, comme à chaque réforme de la PAC, comment définir vraiment le critère d'agriculteur actif. Ouais, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, en tout cas, sur l'ensemble de la profession agricole, tout le monde est assez d'accord pour conserver les aides PAC, y compris sur des agriculteurs à titre secondaire ou des pluriactifs. Ce qui serait plutôt pointé du doigt, c'est vraiment des entreprises qui n'ont pas d'activité agricole, qui ne produisent rien sur leur exploitation. Donc aujourd'hui, Bruxelles a publié une liste, par exemple, d'aéroports, d'entreprises, on va dire agroalimentaires, etc., qui ne pourraient plus rentrer dans le cadre des aides PAC. Donc, on pense que c'est plutôt des cibles bien particulières d'entreprises qui ne génèrent aucun chiffre d'affaires agricole qui seraient remis en question. Et je vous dis, la profession défend plutôt, on va dire, une accessibilité des aides à tous les agriculteurs qui ont une activité agricole, quel que soit finalement leur statut de principal ou secondaire. Mais Sandrine a raison, c'est vraiment un sujet à suivre, on va dire, dans les prochains mois, prochaines semaines. Alors, il n'y a pas d'autres réactions ou d'autres questions. Pour rebondir, Sandrine, peut-être sur ce que tu avais expliqué, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'impact le plus fort va être à la fois sur les éco-régimes. Est-ce que je peux finalement m'intégrer facilement dans la démarche d'éco-régime au niveau supérieur ou au niveau standard? Et est-ce que cette intégration va me permettre de compenser le paiement vert? Parce que du coup, c'est quand même ça l'enjeu d'un point de vue économique. Et l'autre enjeu important, ça va être pour nos éleveurs allaitants, parce que Sandrine nous a bien montré que le changement de calcul de l'aide et la suppression de l'aide à la vache allaitante
sur notre bassin naisseur peut avoir, on va dire, des répercussions économiques relativement importantes, d'où l'intérêt finalement d'anticiper et de se positionner. Le troisième point de vigilance, c'est vraiment pour les bio, parce que voilà, on n'a plus l'aide au maintien de la région. Le crédit d'impôt est hypothétique et selon du coup le niveau d'éco-régime qui va être mis en place, on peut avoir des exploitations bio qui vont perdre, on va dire, des aides PAC sur leurs exploitations. Donc là aussi, voilà, ça fait partie des éléments, on va dire, un peu sensibles dans le contexte de la nouvelle PAC. Et du coup, Nathalie, on a la question du marché de la viande. Est-ce qu'il y aura assez de demandes de bêtes engraissées en face de ce système-là? Alors, c'est effectivement un vrai sujet. Alors, il y a, on va dire, deux types d'engraissement. Il y a l'engraissement des mâles et l'engraissement des femelles. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on a plutôt un marché assez dynamique sur le marché des femelles. Donc, ça veut dire que l'engraissement des génisses, l'engraissement dans des filières de qualité des femelles ou l'engraissement des réformes reste encore un marché porteur. Alors après, il faudra voir l'engouement qu'on va avoir sur cette filière-là. On sait que l'engraissement des mâles est plus compliqué parce qu'on n'en consomme pas en France. Donc, ça veut dire que les mâles que l'on engraisse en France sont plutôt destinés à l'exportation. Donc, on va les vendre aux Allemands, on va les vendre aux Italiens. Et donc là, c'est vraiment la loi de l'offre et de la demande qui va tirer le marché. Et tout à l'heure, Sandrine, quand tu as dit, l'important, c'est aussi mon opérateur filière, je pense que c'est vraiment là la clé pour savoir si l'opérateur filière a des débouchés avec de la GMS ou par de l'exportation, il pourra se construire voilà, de vraies filières de l'agriculteur jusqu'à la commercialisation autour de ce schéma-là. Mais ça veut dire que voilà, ça va pas être les agriculteurs tout seuls qui vont créer ce potentiel-là. C'est vraiment les agriculteurs accompagnés de leurs opérateurs filières qui vont pouvoir structurer les choses et positionner des animaux peut-être un peu plus finis sur ce schéma de l'engraissement. En tout cas, le ministre aujourd'hui le martèle dans la presse à tour de bras. Pour lui, voilà, c'est une des clés pour la filière allaitante. On sait que sur nos zones de montagne, l'engraissement n'est pas toujours la solution. Peut-être que les opérateurs filières localement proposeront peut-être pas toujours des opportunités. Donc, Sandrine, voilà, tu as relevé d'autres pistes aussi pour réfléchir autour de l'autonomie des intrants, autour de la technicité aussi des exploitants avec peut-être la mise en place de nouvelles pratiques. Voilà, peut-être la diversification vers les protéines végétales, justement, peuvent être à un moment donné d'autres pistes de réflexion si l'engraissement n'est pas possible sur l'exploitation. Oui, effectivement, dans le chat, on nous note « Espérons que nos politiques qui pilotent cette réforme se questionnent sur les filières ». Ouais, c'est évident que c'est l'enjeu, c'est-à-dire qu'effectivement, il suffit pas de souhaiter le développement de l'engraissement, mais il faut vraiment se poser la question pour alimenter quel débouché. Alors aujourd'hui, il y a deux grandes pistes qui, on va dire, qui sont prônées par les politiques et notamment par le ministre de l'Agriculture. C'est d'une part la piste de la restauration hors domicile, puisqu'effectivement aujourd'hui, la restauration hors domicile est principalement approvisionnée par des produits d'importation, donc qu'on achète à d'autres pays. Et donc, clairement, aujourd'hui, la restauration publique pourrait s'orienter un peu plus vers de la vers de la viande bovine française issue, on va dire, de ces filières engraissées. Mais voilà, ça s'organise, il faut que ça se mette en place, il suffit pas de le décréter, mais il faut qu'il y ait des partenariats, des engagements réciproques entre la restauration hors domicile et les opérateurs filières pour que ça puisse fonctionner. La deuxième piste, c'est les projets alimentaires territoriaux. Donc, vous en avez peut-être entendu parler dans vos communes ou dans vos communautés de communes, puisque là aussi, pour alimenter, par exemple, les cantines locales, ils souhaitent, à travers les PAT,
rapprocher justement les agriculteurs qui produisent des animaux finis sur un territoire avec la cantine locale qui pourrait proposer ce type de produit dans les assiettes. Donc, c'est deux pistes, on va dire, qui peuvent à un moment donné booster cette filière de l'engraissement. Mais voilà, il suffit pas de le décréter. Derrière, il faut vraiment que ça se contractualise et qu'il y ait des opérateurs qui s'en occupent. Non, le niveau de carbone ne serait pas pris en compte dans cette nouvelle PAC. Je dirais que si, dans tous les cas, parce que aussi bien sur les éco-régimes, ce sera bien quand même sur des bilans carbone, sur toujours un verdissement des exploitations en fait. Donc, on pourrait se poser la question avec l'augmentation de l'engraissement, effectivement, où on parle du bilan carbone au niveau animal, mais effectivement, il est plus centré sur les surfaces, et au niveau animal, dans les certifications HVE, tout ça rentrera en compte. Alors, du coup, il y a une précision, c'est carbone dans le sens où les OPA, les COP mettent en place les diagnostics carbone. Effectivement, aujourd'hui, dans les premières hypothèses, le diagnostic bilan carbone, pour être clair, le diagnostic CAP2ER qui sont proposés par les OPA ou par les COP, n'a pas été inscrit dans la liste de la certification. Pour l'instant, c'est pas apparu. Par contre, ça ne veut pas dire que ça n'apparaîtra pas demain. Donc, je pense qu'il faut aussi bien dissocier les démarches. C'est que d'un côté, on a la PAC qui va encourager effectivement certaines démarches environnementales, et d'un autre côté, on a des opérateurs filières qui ont besoin aussi on va dire, de justifier quelque part ou de mettre en avant, je vais le dire plutôt comme ça, les bonnes pratiques de leurs agriculteurs vis-à-vis notamment de leurs clients, et d'où cette démarche, on va dire, d'encourager les agriculteurs à rentrer dans des bilans carbone avec l'opportunité, pourquoi pas demain, on va dire, de pouvoir en vendre. Mais en tout cas, le bilan carbone, pour l'instant, ne faisait pas partie du contexte de la PAC, mais par contre, ça peut être intéressant pour les agriculteurs pour rentrer dans une démarche filière. Si certains d'entre vous travaillent avec la filière McDo, par exemple, sur le nord du département du Puy-de-Dôme, pour vendre à McDo, aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir un bilan carbone réalisé. Sinon, McDo vous achète pas vos animaux. Donc, il faut bien avoir une vision globale de son exploitation sur ces sujets-là. Alors, on n'a pas d'autres questions. Alors, je vais passer à la conclusion. Du coup, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas, on pourra toujours prendre quelques minutes avant de clôturer ce webinaire. Donc, vous l'avez compris, on connaît aujourd'hui les grandes orientations que vont prendre la PAC, donc notamment cette baisse plutôt des aides animales, cette mise en place des éco-régimes qui sont, on va dire, une véritable nouveauté. Mais il va falloir suivre l'actualité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour voir quels sont les ajustements que la France va devoir réaliser, notamment après relecture du PSN par Bruxelles. Donc ça va être vraiment une étape importante. Donc, on se donnera peut-être rendez-vous dans quelques mois pour refaire un point de situation sur les nouveautés de cette PAC. Mais l'important, est d'anticiper peut-être les schémas de réflexion pour être prêt en 2023. Donc, on a encore pas mal d'inconnus qui subsistent. Vous l'avez relevé aussi à travers vos questions, la définition de l'agriculteur actif fait partie aussi des sujets qui ne sont pas encore tranchés à ce jour. Donc, c'est vraiment des éléments à surveiller. Et de ne pas perdre de vue, effectivement, d'arriver à atteindre les grands équilibres économiques sur son exploitation, tout en s'insérant progressivement dans ces démarches environnementales qui font partie maintenant, quelque part, du sens de l'histoire, pour les agriculteurs notamment. Donc, si on n'est pas encore au stade où on peut sortir les calculettes pour faire forcément des chiffrages très précis sur les exploitations,
avec les quelques éléments qu'on vous a donnés ce matin, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de vous positionner sur chacune des grandes boîtes, on va dire, de la PAC et sur chacun des grands changements pour savoir, finalement, chez vous, est-ce que les aides couplées animales, elles vont pas trop bouger? Est-ce que vous allez perdre? Est-ce que vous allez gagner? Donc, si vous êtes plutôt un producteur de lait, vous allez positionner probablement le curseur plutôt au milieu parce que ça risque de pas trop changer pour vous. Si vous êtes un producteur allaitant, naisseur, vous allez être plutôt peut-être sur le bas du tableau. Vous pouvez aussi vous poser la question, ok, je perds peut-être sur mes aides animales, mais est-ce que je peux les compenser? Est-ce que j'ai du potentiel pour aller chercher des aides couplées végétales et notamment les protéines? Donc, est-ce que c'est une opportunité pour mon exploitation ou pas? Sur les écorégimes, Sandrine vous a donné 2 hypothèses, alors 2 visions avec des montants différents. Finalement, voilà, est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans un écorégime? Et voilà, si on vous donne un écorégime proche du paiement vert, comment ça se passe pour vous? Si l'écorégime est un peu plus important, est-ce que ça vous permet de gagner ou pas? Et pareil sur la convergence, est-ce que vous êtes aujourd'hui au niveau de convergence moyen ou est-ce que vous avez encore des choses à gagner ou à perdre avec la mise en place de la convergence à 85%? Et donc, de positionner ces curseurs, ça peut vous permettre de voir s'il y a un risque important pour votre entreprise ou une opportunité à travers ce qui va se mettre en place dans les prochains mois. Et puis, n'hésitez pas aussi à solliciter vos conseillers Serre France pour pour vous accompagner, on va dire, dans cette analyse de risque ou d'opportunité pour vos exploitations. Donc, du coup, voilà, on vous retrouvera probablement dans quelques mois, dès qu'on aura un peu plus de nouveautés, pour voilà, mettre à jour l'ensemble de ces hypothèses et voir si elles se confirment ou pas à l'avenir. Alors, Sandrine, je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. Non, pas pour le moment. Très bien. Eh bien, écoutez, si… On va attendre, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Est-ce que c'est des gens qui… Bon, on va patienter, on ne voudrait pas vous faire regretter les questions. Alors, bon, on a quelques remerciements. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous voilà, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et puis, on vous souhaite un bel été à tous.